Le cas extraordinaire de Villas-Boas. En dehors des îles, on possède un autre cas célèbre d'examen effectué sur un être humain, celui d'un jeune agriculteur brésilien, Antonio Villas-Boas. Au moment des événements, le 15 octobre 1957, il habitait avec sa famille dans une ferme aux environs de São Francisco de Sales, dans l'état de Minas Gerais. Son sensationnel témoignage est particulièrement important, pour deux raisons surtout. Villas-Boas se montra un observateur attentif, ce qui nous vaut, car il ne s'agit pas d'un mythomane, la première description très précise de l'intérieur d'un ovni. D'autre part, les occupants de l'objet, dans leur aspect comme dans leur comportement, ressemblent exactement à ceux qui s'emparèrent des îles. Voici les principaux passages de la longue déclaration déposée par Antonio Villas-Boas. Le 22 février 1958, chez le docteur Olavo Fontes, à Rio de Janeiro, en présence du journaliste João Martins. La première partie concerne l'expérience vécue durant les nuits du 5, du 14 et du 15 octobre par Villas-Boas et quelques membres de sa famille. Tandis que les hommes travaillaient dans les champs de la propriété, un mystérieux objet lumineux avait accompli de multiples évolutions au-dessus d'eux. Il est fréquent qu'en cette saison d'extrême chaleur, les paysans sud-américains travaillent pendant la nuit. Le 15 octobre à 1h du matin, Antonio était seul au volant du tracteur. Un objet lumineux, identique à celui des soirs précédents, atterrit dans le champ. Il avait la forme d'un gros œuf, allongé, maintenu au-dessus du sol par 3 béquilles métalliques. Le moteur et les phares du tracteur s'arrêtèrent de fonctionner. Effrayé, Antonio sauta de son véhicule et se sauva. Tandis qu'il courait, quelqu'un lui saisit le bras. Voici le rapport original. Mon poursuivant était un individu de petite taille. Il m'arrivait à l'épaule, vêtu de façon bizarre. Désespéré, je me retournai brusquement et lui donnai un coup qui lui fit perdre l'équilibre. Il tomba, mais je fus attrapé aussitôt à bras-le-corps par 3 autres individus. Je me mis à hurler, et il me sembla que mes cris éveillaient leur curiosité, car ils s'arrêtèrent pour me dévisager attentivement, mais sans relâcher leur étreinte. Ils me transportèrent ainsi vers l'objet lumineux. Dans la moitié postérieure de la machine se trouvait une ouverture au bas de laquelle était fixée une échelle métallique, du même métal clair que les parois externes de l'engin. Ils me hissèrent par l'échelle qui se mit à osciller. Je me débattais frénétiquement pour me libérer, ce qui ne leur rendait pas la tâche facile. Villas-Boas manifeste ensuite une remarquable faculté d'observation, décrivant minutieusement l'intérieur de l'OVNI. D'après lui, la plupart de ces observations furent faites après qu'il eût été soumis à l'examen, alors qu'il était plus calme et désormais certain qu'il ne lui serait fait aucun mal. Voici quelques extraits de sa description. Les parois de métal scintillaient, des reflets de la lumière fluorescente provenaient d'une série de lampes minuscules encastrées tout le long de la partie supérieure de l'habitacle. Ce que je vis ensuite de l'objet devait être son centre même, car juste au milieu il y avait un support métallique qui allait du plancher au plafond. Quand nous fûmes à l'intérieur, la porte se referma sur nous. Je me tournai pour jeter un coup d'œil, et j'aperçus quelque chose que je ne saurais expliquer. La porte avait disparu. On voyait seulement une paroi semblable aux autres. À quoi ressemblaient ces individus? Ils étaient 5 et portaient d'étroites combinaisons faites d'un tissu épais et souple. Le vêtement montait jusqu'au cou, où il se soudait à un casque qui cachait tout le visage, à l'exception des yeux qu'on apercevait par 2 ouvertures rondes. Des yeux clairs. Ces êtres se déplaçaient comme nous. Ils étaient de taille moyenne, environ 1m65, sauf un qui était nettement plus petit. L'atmosphère de leur planète d'origine devait être différente de la nôtre, à en juger par les tuyaux qui, sortant du casque, étaient probablement branchés sur un appareil respiratoire en circuit fermé. Si le récit est vrai, il faut penser qu'ils avaient laissé pénétrer l'atmosphère terrestre dans le véhicule afin d'examiner Villas-Boas,
et cet air leur étant irrespirable, ils avaient prévu de s'en isoler au moyen d'une combinaison spatiale. Le Brésilien détaille ensuite certains épisodes. 2 hommes entrèrent, tenant à la main 2 tubes de caoutchouc de plus d'1 mètre de long. L'extrémité d'un tube était fixée à une ampoule de verre. L'autre bout se terminait par une ventouse qu'ils m'appliquèrent au menton. Je ne ressentais ni douleur ni démangeaison, si ce n'est l'impression que ma peau était aspirée. Je vis en effet que le sang coulait lentement dans l'ampoule, jusqu'à la remplir à moitié. Plus tard, cependant, cet endroit se mit à me brûler et à me démanger, et par la suite, je m'aperçus que la peau portait une marque sombre comme une brûlure. Le témoignage jusque-là suffisamment déconcertant nous laisse sans voix quand, l'auscultation terminée, le jeune homme resté seul vit se présenter devant lui une femme. D'après son récit, l'objectif des étrangers était clair. Ils désiraient un accouplement entre des êtres de races différentes. Nous avons ainsi la première et minutieuse description d'une extraterrestre. Elle était la plus petite des 5, et Villas-Boas suppose que c'est elle qui l'avait attaquée en premier. Voici ce portrait inouï. Elle était très belle, quoique d'un type très différent de toutes les femmes que je connais. Elle avait des cheveux blonds, presque platine, lisses et peu abondants, qui lui arrivaient à mi-cou, rebouclés en dedans et séparés au milieu. Ses yeux étaient grands, bleus, étirés, le nez droit et mince. Les caractères les plus singuliers résidaient dans la forme du visage, aux pommettes très hautes. C'était un visage plus large que celui des Indiennes d'Amérique du Sud. Mais il se rétrécissait nettement vers le bas et se terminait par un menton pointu. Ses lèvres, très minces, se distinguaient à peine. Les oreilles, petites, ne différaient guère des nôtres. Les hautes pommettes donnaient l'impression que les os saillaient, mais plus tard j'ai pu constater qu'elles étaient molles et charnues au toucher, et en effet on ne sentait pas l'os. Cette extraordinaire rencontre sexuelle dans un ovni constitue justement l'indice requis pour convaincre n'importe qui de penser qu'Antonio Villas-Boas est un mythomane doué d'une imagination hors du commun. Or, précisément sur ce point, les nombreux médecins et psychologues qui l'ont soumis à leurs examens ne sont pas d'accord. Le paysan brésilien n'entre pas dans la typologie du mythomane. Il semble honteux de son expérience et se justifie en supposant qu'il a été drogué pendant l'examen. L'aventure spatiale s'est déroulée, selon ses dires, de façon normale, bien qu'il n'arrive pas à s'expliquer sa disponibilité, d'où l'hypothèse qu'on l'a drogué à dessein. Le cas de Villas-Boas, comme il est facile de le supposer, a soulevé de longues discussions parmi les chercheurs. Les spécialistes qui l'ont examiné à fond le décrivent comme un homme assurément intelligent, doué d'une grande mémoire visuelle et psychologiquement équilibré. De son témoignage, soumis à de multiples vérifications en diverses occasions, il ne ressort aucune contradiction. C'est surtout un récit riche en détails. En voici quelques exemples. À un certain moment, je remarquai sur une étagère près des humanoïdes une boîte carrée dont le couvercle transparent protégeait un cadran semblable à celui d'un réveil. On voyait une aiguille et un signe noir à l'endroit correspondant à 6 heures. Les mêmes signes apparaissaient à l'endroit correspondant à 9 et 3 heures. À l'emplacement de 12 heures, au contraire, le signe était différent. 4 petits signes noirs alignés côte à côte. J'ai cru d'abord que cet instrument était une sorte d'horloge, car un des individus y jetait de temps à autre un coup d'œil. Je continuai à l'observer un moment, mais je n'ai pas vu l'aiguille se déplacer. À la fin, l'idée me vint de m'emparer de l'objet. Je pensais qu'il fallait que j'emporte quelque chose afin de prouver l'authenticité de mon aventure. Si j'avais réussi à prendre cette boîte, personne n'en douterait à présent. Je m'approchai lentement de l'objet, alors que les humanoïdes ne me prêtaient pas d'attention. Puis je le saisis, tout d'un coup à 2 mains, et l'enlevai de l'étagère. Il était lourd et devait bien peser 2 kilos. Mais je n'eus pas le temps de l'examiner davantage. Rapide comme la foudre, un des individus bondit sur moi et, me poussant dans un coin, m'arracha l'objet d'un geste rageur pour le remettre à sa place. Ce récit apporte de l'eau au moulin de ceux qui soutiennent que Villas-Boas est sincère.
Son témoignage en effet diffère énormément des histoires style Adamski. Il n'y a rien de gratifiant dans les rapports entre Villas-Boas et les étrangers visiteurs. Lui-même s'est décrit comme quelqu'un de désarmé qui risquait d'être victime de la technologie sophistiquée de l'objet non identifié. La même chose peut se dire du récit de Betty Hill, qui face aux présumés extraterrestres s'embrouille à propos de la notion de temps. L'aventure de Villas-Boas finit bien. Un des hommes, c'est le terme qu'il emploie constamment, l'emmène faire un tour à l'extérieur de l'objet et, selon son habitude, il en donne une description détaillée. Quelle attitude adopter vis-à-vis de ce témoignage? Notre première réaction est d'en considérer le héros comme un imposteur peu ordinaire. Toutefois, il est difficile d'admettre qu'un paysan de l'intérieur des campagnes brésiliennes, si intelligent et imaginatif qu'il puisse être, soit à même d'échafauder un récit aussi solidement bâti. Quoi qu'il en soit, si Villas-Boas ment, c'est un menteur exceptionnel, ce qui complique la tâche de ceux qui abordent cette étude dans un esprit critique. C'est la constatation que les menteurs exceptionnels sont vraiment nombreux, trop nombreux. Cette histoire extraordinaire qu'a vécue Antonio Villas-Boas nous montre que les extraterrestres qui l'ont enlevé pour le faire s'accoupler avec une des leurs, que le croisement génétique entre races de différentes planètes est possible. À quoi doit ressembler l'enfant de cette femelle extraterrestre qui s'est accouplée avec Villas-Boas?